Alors, Madame Bovary a été un événement dans l'histoire de l'édition française pour diverses raisons, parce que le roman est considéré comme l'un des premiers romans modernes, au sens où il va introduire des procédés qui vont avoir une influence tout à fait considérable sur le roman que l'on dit réaliste, naturaliste, et jusqu'au nouveau roman, puisque les nouveaux romanciers vont se réclamer de ce qu'ils appellent l'école du regard, inaugurée par Flaubert. Et aussi, alors, événement parce qu'il a été l'objet d'un procès en 1857, la même année que Les Fleurs du Mal. Donc là apparaissent en 1857 à la fois un roman qui est considéré comme la fondation du roman moderne, et puis avec Les Fleurs du Mal, la modernité poétique entre également dans la littérature. Donc cette année 1857 est tout à fait considérable. Alors on connaît très bien les éléments du procès, et vous êtes invités évidemment à les lire. Ces pièces du procès sont très souvent reproduites en annexe des éditions disponibles de Madame Bovary. Et on a ces éléments du procès grâce à Flaubert lui-même, qui avait payé un sténographe, à l'époque la sténographie existait, pour enregistrer la totalité de ce qui a été dit lors de l'audience fin janvier 1857. Et Flaubert, de son vivant lui-même, dans une édition de 1873, l'édition dite définitive chez Charpentier, l'éditeur Charpentier, a tenu à ce que les pièces du procès soient incluses à l'intérieur de son roman pour, au fond, faire passer à la postérité cette réception tout à fait particulière par les hommes de loi. Alors, de quoi Flaubert était-il accusé? Il y avait un triple motif d'accusation: outrage à la morale publique, aux bonnes mœurs et à la morale religieuse. Alors, il faut évidemment se resituer dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire la censure d'un gouvernement autoritaire qui était celui du régime du Second Empire de Napoléon III, pour comprendre un peu pourquoi ce roman qui a failli être condamné à l'époque, ou en tout cas qui a été traîné devant les tribunaux, est aujourd'hui mis au programme officiel de l'éducation nationale pour les élèves de terminale. Alors, évidemment, si on ne se replace pas dans l'esprit de l'époque, on ne comprend pas pourquoi ce roman a pu faire l'objet d'un procès. Alors, c'est assez simple. L'outrage à la morale, d'abord aux bonnes mœurs. Alors, les bonnes mœurs, c'est une notion un peu fluctuante qui inclut tout ce qui est de l'ordre de la représentation du corps et du désir pour aller vite. Alors, les bonnes mœurs, évidemment, évoluent, et nous ne nous scandalisons plus aujourd'hui de ce qui pouvait scandaliser les hommes et les dames et les femmes du XIXe siècle, il y a 150 ans, par rapport à notre période. Alors, pour vous donner une petite idée, par exemple, le mot adultère était proscrit des feuilletons qui paraissaient dans la presse, et les premiers éditeurs de Flaubert, c'est-à-dire ses amis de la revue de Paris, lui avaient demandé de supprimer le mot adultère dans le texte. Deuxième outrage, outrage à la morale, outrage à la religion. Alors, la critique religieuse était autorisée, c'est-à-dire le personnage de Homais qui tient des propos anticléricaux contre le curé, contre ce que représente le curé bournisien, des propos voltairiens, était tout à fait admis à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait une liberté de critique religieuse. En revanche, ce qui tombait sous le coup de la loi, c'était de mettre en cause les dogmes de la religion, qui était une religion d'État. Et en particulier, le procureur Pinard, celui qui va requérir contre Flaubert, va l'accuser d'avoir écrit une expression telle que, au moment de la mort d'Emma, d'avoir utilisé l'expression « la survenue du néant » pour la mort d'Emma. Et oui, parce que le dogme religieux impose la croyance en l'immortalité de l'âme. Donc on ne peut pas parler à propos de la mort d'un personnage de survenue du néant, parce que là, on va nier l'immortalité de l'âme. Donc c'est quand on s'attaque au dogme. Et puis il y a autre chose, évidemment, qui va scandaliser le procureur Pinard d'un point de vue religieux, c'est le mélange de mysticisme et de sensualité
qui est caractéristique du comportement d'Emma. Hein, en particulier, quand elle meurt, au moment de l'agonie, elle embrasse le Christ, et Flaubert écrit quelque chose comme c'est le baiser le plus voluptueux qu'elle a donné de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il y a là une confusion entre l'amour charnel et puis l'amour mystique dans le personnage d'Emma. Ça, c'est tout à fait, évidemment, c'est une profanation de la religion. Même chose quand Emma va donner rendez-vous à Léon dans la cathédrale de Rouen. Elle lui donne rendez-vous dans un lieu religieux pour soutenir sa vertu défaillante, et en fait Léon va jeter un regard désirant sur la cathédrale qu'il va comparer à un boudoir. La comparaison de la cathédrale et d'un boudoir est évidemment une atteinte à la morale religieuse. Et puis alors, troisième atteinte, la morale publique. La morale publique, ce sont les valeurs qui vont fonder la cohésion sociale autour d'un certain nombre de valeurs qui sont universellement admises à cette époque, et en particulier le mariage. Le mariage comme institution sacrée. Or, on reproche à Flaubert d'avoir donné une mauvaise image du mariage, en particulier à travers le personnage de Charles, qui est un mari insuffisant et un mari décevant, et on reproche à Flaubert, à travers son personnage, d'avoir glorifié l'adultère. En particulier, Pinard, toujours le procureur, Ernest Pinard, va reprocher à Flaubert d'avoir utilisé l'expression « les souillures du mariage ». Les souillures du mariage et les désillusions d'adultère. Et Pinard dit à Flaubert, mais vous auriez dû dire l'inverse, c'est-à-dire les désillusions du mariage et les souillures de l'adultère. On ne peut pas dire les souillures du mariage, puisque le mariage est un sacrement sur le plan religieux, donc le mariage ne peut pas aboutir à une souillure. Vous voyez, mettre en cause l'institution, l'une des bases de l'institution sociale qui est la famille et le mariage au XIXe siècle, c'est interdit dans un roman. Bon. Alors en fait, ce qui est intéressant pour nous d'un point de vue littéraire, c'est qu'on reproche à Flaubert d'avoir introduit au fond dans son roman des techniques littéraires nouvelles qui font en sorte que le romancier ou le narrateur, dirait-on aujourd'hui, ne juge pas ses personnages à l'intérieur du roman. Hein. Ce qu'on reproche à Flaubert, c'est pas du tout d'avoir écrit une histoire d'adultère, hein, plein dans la littérature depuis toujours. On lui reproche de ne pas avoir introduit à l'intérieur du roman un personnage ou une voix d'auteur, ou une voix de narrateur, qui, de l'intérieur du texte, aurait condamné le comportement d'Emma. C'est-à-dire que Flaubert, par la théorie qu'il appelle celle de l'impersonnalité, se tient en dehors d'un jugement de valeur. Et c'est parce que le narrateur, dans le roman de Flaubert, ne juge pas les personnages, qu'on va juger l'auteur et qu'on va lui demander de venir s'expliquer devant les tribunaux. Finalement, Flaubert est acquitté, mais il est blâmé pour ce que l'on appelle, ce qui est décrit dans les attendus du jugement comme étant le réalisme vulgaire et choquant de son roman.